Toi, là, présentement, tu m'écoutes, tu te demandes, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est pour moi? Avance, inscris-toi, viens t'en faire ton tour à Expo Entrepreneur. On fait comment pour Expo Entrepreneur cette année? Du 100% virtuel, hein. Mais enfin, il va quand même falloir réfléchir à un bel endroit pour enregistrer les conférences. Ah, j'ai une idée. Salut Nima. Ouais, je pense que tu vas aimer ça, regarde. Waouh, c'est super. J'adore. On réserve du 15 au 19 mars. On a reçu un courriel de Benji. Le site Internet est prêt. Tu crois pas qu'il manque quelque chose? Oui, t'as raison. On rajoute ça. Entrepreneurs du Québec, entrepreneurs de Montréal, nous avons besoin de vous. Des gens audacieux, des gens créatifs. Modèle, dynamique, fonceuse, déterminée, novatrice, rigoureuse, généreuse, passionnée. On a tous un rôle à jouer. Jouez le vôtre. Inscrivez-vous. Historiquement, ma méthode de cibler un utilisateur sur le web, qui est un mal nécessaire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un témoin numérique, un cookie en anglais. Contextful, c'est une entreprise qui s'attaque à la mesure des senseurs qui sont présents dans le téléphone. Nous, on a décidé de choisir de devenir les meilleurs au monde à mesurer des senseurs qui génèrent de la donnée non privée. Fait que pas de caméra, pas de micro, pas de GPS, rien pour le GAFA. C'est vraiment notre objectif de développer des nouvelles signatures de contexte humain, mais sans être obligé d'envahir la vie privée des gens. Contextful nous permet justement de nous positionner dans le marché avec des capacités incrémentales québécoises. Dans les téléphones mobiles, on ne sait jamais s'il y a bel et bien un humain qui est engagé avec son appareil. Puis on a développé un signal qui s'appelle la réceptivité, qui nous permet de savoir au moment d'une impression publicitaire s'il y a bel et bien un humain qui tient un appareil, qui le regarde, puis qui est dans un environnement idéal pour être réceptif à cette publicité-là. Quand on les a rencontrés initialement, on s'est dit il y a deux options qui s'offrent à nous de manière assez simple. C'est soit on est tout simplement un partenaire avec eux via une preuve de concept qu'on met en place, ou on fait ça également avec un investissement, ou est-ce qu'on a également un levier financier dans la dynamique qui fait en sorte qu'on a aussi un gain à s'assurer que Contextful réussisse. Parce qu'au tout début, quand on a initié cette relation-là, leurs produits n'étaient pas encore éprouvés dans le marché. Et ce qu'on a été en mesure de faire, c'est de les aider à tester, à éprouver leurs produits et justement, par la suite, les épauler pour aller rencontrer d'autres éditeurs comme nous en Amérique du Nord. Dès le départ, la relation qu'on a eue avec Québécois, c'était que oui, ils voulaient être un client, oui, ils voulaient avoir une certaine exclusivité de lancement, mais ils ne voulaient jamais ralentir le développement de la solution. Et les conversations qu'on a eues avec Jean Pellado, entre autres, étaient vraiment positives dans le sens qu'il ne voulait vraiment pas être un frein à notre croissance. Pour nous, c'était vraiment essentiel d'avoir du financement 100% québécois. On est très québéking dans notre mentalité. On s'est rapidement rendu compte que si on voulait développer une technologie similaire, bien, cette expertise-là, nous ne l'avions pas. Et pour arriver à l'obtenir, on aurait dû mettre en place des travaux importants. On aurait pris beaucoup plus de temps à le faire. Eux ont plus d'agilité, ils ont l'expertise. Nous, on a la taille et les différents sites web qui permettent justement à cette technologie-là de s'épanouir. Dans les derniers mois, Québécois s'est doté d'une directrice de l'investissement. L'arrivée de Pellera, pour nous, a fait un grand changement. Ça a permis de vraiment maximiser l'architecture de Québécois puis de pousser vraiment le commercial à fond. Et de l'autre côté, ça a permis de développer des projets d'R&D plus pointus, plus précis. Je pense qu'on crée une espèce de boucle où on peut venir maximiser, disons, notre investissement à travers justement le développement de produits commerciaux qui vont les aider justement à croître et qui vont nous aider, nous, à l'interne, en même temps aussi à accélérer l'innovation. Ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est l'espèce de dynamique qui se développe. On sent qu'on a vraiment de l'entraide des deux côtés. Ça, je pense que ça permet d'aller plus loin, plus vite au sens large. Puis je pense pas que ça aurait été possible de faire ça si on n'avait pas eu exclusivement notre financement à l'intérieur des VC québécois. Donc. Bonjour et bienvenue à cette édition 100% virtuelle d'Expo Entrepreneur. Alors, mon nom est Dorothée Rowe, fondatrice de l'organisme Audace au féminin et également du Salon international de la femme noire. Et ça me fait un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous parler d'un sujet quand même assez délicat. On parle de santé mentale et là, on va aborder un bloc qui s'intitule « Le leadership empathique, soutenir ses employés et valoriser le bien-être au travail ». Alors, sans plus tarder, je vais
aborder cette question avec Martin Hainaut. Martin Hainaut, qui est connu, un homme d'affaires, mais c'est pas nécessairement l'homme d'affaires qu'on a envie de voir aujourd'hui. On a envie de parler à cet homme qui souffre de bipolarité. Martin, peut-être tu peux nous raconter un peu cette histoire, comment les premiers signes ont pu se faire sentir. Bien sûr. Bonjour Dorothée, vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Pour moi, la bipolarité, mon diagnostic officiel date de l'année dernière. Donc, 11 ans après que j'ai été impliqué en santé mentale, j'ai réalisé, donc c'est souvent, on dit que c'est facile de trouver de l'aide et des réponses en santé mentale, mais même quand on est les pieds dedans depuis longtemps, on réalise que le parcours de la vie nous emmène à le comprendre. C'est sûr que pour moi, vraiment, l'anxiété et la dépression étaient plus présentes dans ma vie d'une certaine façon assez jeune. J'étais nageur en compétition pendant plusieurs années. Puis à l'époque, on parlait de stress, on parlait pas d'anxiété. Puis naturellement, les crises de panique que je comprends que je vivais à ce moment-là, ben c'était des moments de stress intense à ce moment-là. Le monde me disait de me calmer ou de focusser ou de faire de la visualisation pour me préparer pour la compétition versus de comprendre que c'était vraiment une crise que je vivais. Et ça a été long pour moi de comprendre réellement un peu mieux qu'est-ce qu'était ma santé mentale. J'ai visité de nombreuses urgences à travers le monde à travers des crises de panique, des crises d'anxiété qui faisaient en sorte que je perdais la vision, que j'avais le bras gauche comme endormi, je m'évanouissais, j'avais l'impression que j'ai le cœur qui allait me sortir de la poitrine. Les médecins eux-mêmes étaient convaincus que j'avais un problème cardiaque. J'ai fait tous les tests possibles et imaginables pour m'assurer que mon cœur allait bien, pour comprendre qu'effectivement, ce n'était pas le cœur qui créait les problèmes avec le cœur, mais bien ma tête et le cerveau. Puis, on oublie souvent que le cerveau est un organe autant que le cœur, mais malheureusement, la société nous convainc que qu'est-ce qu'on vit mentalement n'est pas réellement physique. Pour moi, ma santé mentale, je l'ai toujours vécue de façon physique. Est-ce que ça a été facile pour toi d'accepter ce diagnostic? De bipolarité, oui. Sincèrement, c'est sûr que j'ai eu une couple de moments de me dire, OK, wow, c'est quand même un diagnostic significatif en santé mentale. J'ai dit à la joke depuis ce temps-là que comme président de l'organisme Relief, le nouveau nom de Revive, qui aide les gens d'anxiété, de dépression et bipolarité, maintenant, je peux aider tout le monde parce que je représente les trois conditions. Mais la réalité réelle, c'est que c'est sûr que c'est un diagnostic qui frappe fort. Mais comme je comprends très bien ce que ça veut dire, puis je comprends très bien que c'est pas le label de la bipolarité qui fait en sorte que je suis qui je suis. Je reste Martin autant le jour après que le jour avant le diagnostic. Et il n'y a rien qui a vraiment changé dans ma vie à cause du diagnostic, outre d'être mieux éduqué sur moi-même. Mais ça, c'est parce que ça faisait 11 ans que j'étais impliqué en santé mentale. Si j'avais eu ce diagnostic-là à 18-19 ans, je ne sais vraiment pas comment j'aurais été capable de le prendre et de vivre avec. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'en parler? Parce que est-ce que la santé mentale reste encore un sujet tabou? Dans certaines communautés culturelles, c'est un secret. On n'ose même pas aborder le sujet. Mais pour un homme blanc qui a certains privilèges et dans ce temps de pandémie, comment on vit ça, la bipolarité? Avec la crise sociale, la crise économique, la crise raciale, est-ce qu'on n'a pas aussi l'impression qu'on a toute cette charge sur les épaules? En fait, ce qui est extraordinaire du privilège blanc, c'est que je peux dire n'importe quoi publiquement qui n'est pas offensant et ça passe. Si une femme parle de bipolarité ou une femme noire parle de bipolarité, c'est beaucoup plus difficile à vivre qu'un homme blanc. Donc, je bénéficie massivement du privilège blanc. De l'autre côté, mais c'est sûr qu'en entreprise, il y a souvent ces tabous-là. Je veux dire, j'ai moi-même reçu des lettres de la compagnie d'assurance qui ne voulaient plus m'assurer de par mes prises de position publiques sur la santé mentale. J'ai frappé certains murs, mais je dirais, depuis plusieurs années, je ne me rappelle pas d'un moment dans lequel le fait que je parle publiquement de la santé mentale m'a nuit. Quand j'ai été mis sur la couverture du Journal des Affaires il y a un an et demi sur mon implication en santé mentale, mais les gens me disaient « Wow, ça doit être négatif pour toi professionnellement ». Puis en fait, non, c'était très positif. J'avais juste des opportunités d'affaires qui s'ouvraient. Et la réalité, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de monde dans le milieu des affaires qui n'ont pas fait face à des enjeux de santé mentale, que ce soit dans leur famille, dans leur entreprise ou ailleurs. Donc, pour moi, tout le monde est conscientisé, mais personne ne considère qu'ils ont le droit d'en parler. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens s'ouvrent à moins de qu'est-ce qu'ils vivent, même dans des contextes d'affaires, ce qui m'ouvre encore plus de portes plus facilement. Donc, sincèrement, pour moi, c'est plus un avantage compétitif qu'un problème à gérer. Alors, quelles sont les ressources qu'on peut retrouver? Parce que tu dis que maintenant, les gens en parlent un peu plus, mais vers qui on peut se retrouver? Frapper à la porte
parce que j'ai l'impression que, bien qu'on en parle un peu plus avec cette pandémie, on n'ose pas en parler. Les gens veulent toujours montrer cette image que tout va bien, qu'on est des entrepreneurs qui assumons tout, mais pourtant, peut-être on souffre à l'intérieur, on souffre avec le stress financier, justement le télétravail, l'isolement, donc ça n'aide pas, et en plus le couvre-feu. Bon, on nous a annoncé là que présentement, ça va se prolonger jusqu'à 21h30, donc un peu plus de lumière. Yes! Mais tout ça fait en sorte que des fois, notre ego fait en sorte que on n'ose pas en parler. On veut garder cette image de Superwoman ou Superman. Alors, comment percer ce sujet-là? Et même aussi, Martin, moi, je vais te demander comment une personne comme toi peut m'aider à t'aider? C'est-à-dire que moi, lorsque je vois quelqu'un qui est en détresse, ou des fois, on se contente d'un « comment ça va », mais on n'ose pas gratter un peu plus, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Parce qu'on des fois, on se sent impuissant, on se dit « je ne veux pas trop oser demander ». Donc, quels seraient les outils que tu pourrais nous conseiller? Plusieurs questions dans la question. Oui, parce que ça vient me chercher. C'est intéressant, puis c'est ça qui est le fun. Mais en fait, la question de Superman, Superwoman est très pertinente parce qu'effectivement, en fait, je dirais le problème est encore plus présent pour les femmes. Les femmes ont un problème significatif que si une femme est faible devant d'autres femmes, c'est un problème, et devant d'autres hommes, c'est un problème. Généralement, les hommes ont moins de problèmes d'être faibles devant les femmes et plus devant les hommes. Donc, on a moins de gens que c'est un peu plus gros problème en tant que tel. Et c'est stupide, je ne dis pas que ça devrait être comme ça, c'est un problème réel de société qu'on doit changer. Mais être entrepreneur, ça vient avec le label d'être un Superman ou un Superwoman, ce qui est complètement faux. Il n'y a personne qui est créatif dans la vie parce qu'il travaille 90 heures semaine, parce qu'il ne mange pas, parce qu'il ne dort pas, parce qu'il ne s'entraîne pas. On devient créatif, et par créatif, généralement, c'est ça qui amène les meilleures opportunités d'affaires. Quand on mange bien, quand on s'entraîne, quand on dort bien, qu'on a du temps pour nous, quand on n'est pas booké 90 heures, 100 heures semaine à travailler. Et d'arrêter d'être fier d'avoir travaillé 120 heures la semaine dernière. Je veux dire, je faisais partie de ce mouvement-là qui en était fier. J'étais fier que le monde m'appelle un robot pendant des années. J'étais fier de dire que j'avais atteint le top tier de 3 alliances d'avions et sans réaliser que je démolissais la planète, qui est une autre discussion qu'on pourrait avoir un autre moment. Mais tous ces labels stupides-là qu'on porte avec la société et qu'on pense qu'ils sont nécessaires à l'entrepreneuriat sont généralement ce qui tue les entreprises. Et même les super pouvoirs qu'on pense avoir comme entrepreneur, moi je sais que mon super pouvoir entrepreneur, c'est de vendre extrêmement bien, mais ça fait que toutes mes équipes de vente vont se sentir stupides envers moi parce que moi, je pense que j'ai un super pouvoir. Et ça fait en sorte qu'on réduit les capacités à l'entreprise à vendre plus. Donc, généralement, c'est de briser toutes ces stupidités de concepts-là qu'on a dans la société qui permet à un entrepreneur d'aller mieux. Puis, au niveau des ressources, mais je pense que les entrepreneurs sont les meilleures ressources pour les autres entrepreneurs. Je pense qu'il y a des réseaux qui se font. Moi-même, j'ai un groupe Facebook avec plus de 500 entrepreneurs qui est entrepreneurs santé mentale dans lequel il y a toujours de l'aide disponible à travers ça. Je ne peux pas dire que c'est de l'aide clinique, mais au moins pour comprendre la réalité entrepreneuriale qu'on vit. Mais après ça, il y a des organismes comme Relief, le nouveau nom de l'organisme Revive, dont je suis président du conseil d'administration, qui a des équipes qui sont spécialisées à intervenir en santé mentale pour les entrepreneurs, qui font de l'intervention individuelle et de groupe et des ateliers en tant que tel. Mais, et naturellement, si les gens ont des pensées suicidaires, premièrement, les pensées suicidaires, c'est un symptôme de dépression et de le voir comme étant une intention nécessairement quand on a des pensées suicidaires, c'est un autre enjeu également. Je veux dire, j'ai des pensées suicidaires régulièrement. J'en parle ouvertement. Pour moi, c'est pas dangereux parce que justement, j'en parle. Quand quelqu'un a un plan suicidaire, c'est là que c'est dangereux. Puis c'est là qu'il ne faut pas hésiter d'appeler pour demander de l'aide. Mais sinon, il y a des organismes qui fournissent de l'aide. Il y a des compagnies comme Dialogue qui ont des services très peu cher pour offrir le soutien en santé mentale à ses employés, en santé physique. Il y a quand même des ressources disponibles un peu partout. Il y a beaucoup de réseaux entrepreneuriales qui offrent de l'aide. Mais je pense qu'il faut commencer par soi-même vouloir l'aide, parce que ça, c'est la plus grande clé en santé mentale, c'est de comprendre que, contrairement à si on se brise un bras, mais même si on ne veut pas que notre bras se guérisse, généralement, il va guérir. En santé mentale, si on souffre d'anxiété ou de dépression, de bipolarité ou n'importe quelle condition, si ça ne vient pas de nous, la volonté d'aller mieux, on n'ira pas mieux. Donc, pour ta dernière question, qui était « qu'est-ce que je peux faire pour aider quelqu'un ?» Mais c'est de démontrer que tu es là pour cette personne-là
quand cette personne-là décide qu'elle a besoin d'aide et non lui imposer l'aide. Et le comment ça va, de dire comment ça va vraiment, déjà brise le réflexe qu'on a à répondre. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes tes questions. Tu as très, très bien répondu. Et d'ailleurs, je me permets de mentionner pour les gens qui nous écoutent, Expo Entrepreneur, justement, ont mis sur pied le cercle d'entraide et justement, ils font affaire avec Dialogue. Donc, c'est un service qui est offert à au moins 300 entrepreneurs qui vont pouvoir bénéficier d'aide, de consultations. En tout cas, allez voir ça sur le site Internet. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention quand tu as parlé de pensée suicidaire, que tu as ça régulièrement. Et là, ça vient me chercher parce que, malheureusement, cette semaine, j'ai appris, encore une fois, cette année, parce que depuis maintenant 3 ans, il y a au moins une personne dans mon entourage, pas nécessairement proche, mais au niveau de l'organisation que je suis, qui s'enlève la vie. Et comme je le mentionnais, bon, hein, vous le voyez, je suis une personne de couleur, et c'est un sujet tabou de voir le suicide dans les communautés noires. Et là, c'est une femme qui s'est enlevée la vie. Et là, d'apprendre que c'est possible d'avoir des pensées suicidaires régulièrement, mais sans nécessairement passer à l'acte. Peut-être plus en développer un peu plus sur ça, là. Mes sincères sympathies, premièrement. Puis oui, les communautés haïtiennes, les communautés noires sont des décennies en arrière sur leur ouverture en santé mentale, malheureusement. Puis c'est une des raisons pourquoi, en 2021, quand j'ai pensé à qu'est-ce que moi je peux faire de différent, j'ai décidé que je voulais faire tout ce que je pouvais pour aider les différentes communautés d'avoir accès à l'aide et de comprendre qu'ils peuvent avoir de l'aide. Les pensées suicidaires, réellement, c'est à différents niveaux. C'est sûr, un enfant ou un adolescent qui a des pensées suicidaires, le risque est très, très fort qu'il passe à l'acte rapidement. C'est important d'agir rapidement pour avoir de l'aide. Souvent, comme je disais, dans le niveau de la dépression sévère ou de la bipolarité, les pensées suicidaires deviennent un symptôme d'un état dépressif. Je ne suis pas expert clinique, je ne me prétends pas expert clinique, donc je ne veux pas aller trop dans le côté clinique, mais dans mon côté à moi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que les pensées suicidaires sont un flag que je tombe dans un état dépressif plus grand. Donc, je dois en parler à mon entourage, je dois creuser moi-même dans qu'est-ce que je vis. Généralement, quand ça arrive, j'active un calendrier d'anxiété ou que je log littéralement tous les jours, désolé, la sonnette à la maison. Je log tous les jours qu'est-ce qui se passe avec moi pendant 2 semaines, les ups, les downs et tout, ce qui me permet vraiment de trouver c'est quoi les triggers qui font que je ne vais pas bien, de trouver les mauvais patterns, de voir c'est-tu que je mange moins bien, c'est-tu juste que ma bipolarité fait que je me sens moins bien, est-ce que c'est quelque chose dans mon entourage ou pas. Donc, je vais continuer à vous parler, juste aller débarrer la porte. Oh, on adore ça. Les joies de la télé-réalité, pas la télé-réalité, virtuelle. Oui, la réalité virtuelle de travailler à la maison, c'est tout de même une joie. Puis, dans mon cas à moi, qu'est-ce que j'ai réalisé avec les pensées suicidaires, c'est que c'est souvent un trigger, c'est un wake-up call pour moi qu'il faut que je fasse quelque chose de différent. Ça veut dire que je dois en parler à mon entourage. Et comme que mon entourage, ma famille, mes conjointes ou autres savent toutes et tous que si j'en parle, c'est pas dramatique, mais et je leur ai expliqué qu'est-ce que je m'attends d'eux si ça arrive. Et les gens à qui j'ai besoin de me retourner, je leur ai expliqué qu'est-ce que moi j'ai besoin quand ça arrive. Mais ça fait en sorte que ça devient jamais un drame, ça devient jamais dégénéré. Et j'ai expliqué clairement à quel moment il faudrait faire le 911 et à quel moment il ne faut pas faire le 911 avec moi. J'ai jamais eu une situation dans laquelle il aurait fallu faire le 911 avec moi. Puis c'est là que, en étant capable de mieux comprendre soi-même sa santé mentale, on est capable d'expliquer aux autres qu'est-ce qu'on a besoin. Puis ça, on n'a pas besoin de souffrir de maladie mentale pour avoir ça. Dans une relation amoureuse ou professionnelle, le nombre de fois qu'on est frustré parce qu'on n'a pas dit quelque chose à quelqu'un, puis on s'attend que magiquement, cette personne-là soit capable de faire de quoi pour nous aider. Mais en santé mentale, c'est la même chose. C'est que si nous, on souffre de dépression, d'anxiété, de bipolarité, peu importe la condition, on doit être capable de s'éduquer assez pour expliquer aux autres qu'est-ce que nous, on a besoin dans ces moments-là pour aller mieux.
Mhm. Et quelle approche que les employeurs devraient avoir face à la santé mentale? C'est une, c'est une très bonne question. C'est une question que les gens se perdent souvent dedans. La première réflexion que tout employeur doit faire et se convaincre, c'est de ne pas devenir un environnement thérapeutique. C'est de ne pas commencer à vouloir faire en sorte que tous les dirigeants et tous les gestionnaires deviennent des thérapeutes au travail, que tous les employés deviennent des thérapeutes au travail. C'est une gaffe. Il y a une différence entre avoir un environnement de travail ouvert dans lequel la santé mentale est présente et les gens ont le droit de dire « je ne vais pas bien », que les femmes ont le droit de dire « à cause de mes hormones aujourd'hui, ça ne va pas bien, c'est que désolé, je vais plus être dans ma bulle que les autres journées », et que la productivité va être impactée positivement quand il y a un environnement assez ouvert. Mais c'est souvent dans les politiques imbéciles qu'on met dans les entreprises que les pires gaffes se font en santé mentale. De dire que quelqu'un a 1,7 jours pour se remettre de la perte d'un proche, que quelqu'un en burn-out a le droit à 6 semaines, 3 jours avant d'avoir revenu, quand ça prend 6 mois avant qu'il ait même une consultation pour avoir de l'aide. Comme c'est souvent des politiques vraiment des années 80 et 90 ou même d'avant qui nous suivent encore aujourd'hui, qui font en sorte que l'environnement de travail devient toxique. Puis aussi le côté du fait que quand on a, c'est souvent des hommes narcissiques très forts qui sont les meilleurs vendeurs, les meilleurs performers dans l'entreprise, mais qui génèrent un climat toxique incroyable dans l'entreprise. Mais il ne faut pas hésiter de les congédier puis de leur expliquer pourquoi qu'on le fait puis de leur donner des conséquences réelles à leurs actions puis d'arrêter de laisser ce genre de climat-là parce qu'on pense que ça nous génère plus d'argent, parce que c'est prouvé à travers tellement d'études qu'en environnement de travail, quand on a un environnement de travail productif, il n'y a une personne qui est capable de générer autant de revenus qu'une équipe complète qui travaille ensemble pour y arriver. Et ça, est-ce que ça devrait être pris en charge par la direction ou par le département des ressources humaines? Clairement, la direction. Les ressources humaines doivent être impliquées là-dedans, mais la direction souvent voit les ressources humaines comme un garage dans lequel ils peuvent envoyer l'employé comme une auto. Ils se font changer 2 pneus et une fenêtre et ils reviennent guéris et ils retournent travailler et l'équipe de direction est contente. Ça part de la direction. Si la direction ne met pas en place une façon de faire, que les dirigeants et les entrepreneurs eux-mêmes ne sont pas capables d'être ouverts avec les gens, c'est juste le fait de prendre des vacances comme entrepreneur est très positif pour la santé mentale de ses employés. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Les employés nous suivent. Généralement, quand on est entrepreneur, on a une capacité d'inspirer les gens à nous suivre. Donc, si notre façon de les inspirer, c'est de ne jamais prendre de temps off et de répondre à ces emails 7 jours semaine et de jamais être en vacances, mais même si eux veulent prendre des vacances, ils vont sentir mal de le faire. Et je dis souvent aux entrepreneurs, même si tu ne veux pas en prendre, dis que tu es en vacances, travaille ces dossiers que tu n'as jamais le temps de faire, puis arrête de répondre à tes emails pendant 2 semaines. Tu vas voir, ça va être positif sur l'entreprise et sur la productivité overall par la suite. Donc, parler de santé mentale au travail, ça n'a pas besoin de tomber dans la thérapie. Des fois, c'est juste justement de mettre en place une structure et un environnement logique dans lesquels les gens évoluent. Et on parle beaucoup de relance économique. Selon toi, est-ce que tu trouves que la santé mentale est au cœur de cette relance économique-là? Est-ce qu'elle a une place importante? Clairement, je pense qu'on n'a pas le choix à ce point-ci. Avant la COVID, CAMH, le Canadian Addiction Mental Hospital en Ontario, disait qu'avant l'âge de 40 ans, 50% des Canadiens allaient faire face à la maladie mentale. Et depuis le début de la COVID, toutes les études disent qu'on a une augmentation dramatiquement vite des cas d'enjeux de santé mentale dans la population, des entrepreneurs, dans les jeunes. Énormément chez les jeunes. Et on s'entend que relance économique veut dire de permettre à la prochaine génération de rentrer dans le milieu du travail, nous amener leurs nouvelles idées, de nous shaker comme les millennials nous ont shaké dans les dernières années, puis de nous amener des nouvelles idées. Et là, si on voit qu'il y a une détresse psychologique catastrophique dans ces générations-là, mais on vient mettre en doute notre capacité de faire une relance avec ces nouvelles idées-là qui vont créer le monde de demain. Parce qu'il ne faut pas penser que le passé était si positif que ça économiquement. Je veux dire, la réalité, le passé était sexiste, était raciste, on mettait les mauvaises personnes dans des positions de direction, on tuait la planète le plus vite qu'on était capable. Je veux dire, c'est toutes ces idées-là du passé qu'on essaie de dire le passé était si beau que ça. Non.
on a une opportunité de repartir en ce moment en étant inspiré des nouvelles idées révolutionnaires des jeunes et on doit s'assurer de le faire pour bâtir une relance économique logique et non laisser ceux qui ont démoli la planète, démoli l'économie, continuer à être dans des postes de direction sans être challengés. Parce que ces gens-là ont encore des bonnes idées. Pas parce que tu as 60 ans et que tu es un homme blanc que tu n'as plus de place dans la société, mais la force naturelle des choses fait en sorte que tu as besoin de quelqu'un de 25 ans qui te fait sentir stupide une fois de temps en temps. Et tu as besoin de les faire sentir stupides toi aussi, comme homme de 60 ans une fois de temps en temps. Ça fait partie de l'ordre naturel des choses. Et sans ça, ben, on finit par tomber dans des gaffes du passé puis donner trop de force à des générations qui ne devraient plus en avoir tant que ça. OK. Alors là, il y a des gens qui nous écoutent et qui, eux, n'ont pas fait le diagnostic. Donc, pour une personne qui s'isole, en fait, quels sont les premiers signes qu'elle devrait peut-être sonner l'alarme? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que quand on commence à se retirer, ou bien tout simplement, on se dit, bon, je me sens fatigué, ça devrait passer après un week-end. Mais ça serait quoi les premiers signes alarmants, là, ou bien qu'on devrait se dire, bon, je pense qu'il est temps que j'aille consulter? Ben, je pense que, comme je disais, je ne suis pas expert clinique, mais je peux vous parler de moi Oui. et de ce que j'ai vu moi à travers les années. La réalité, c'est quand on voit des changements importants dans notre quotidien, et même dans une entreprise, si on voit que Dorothée, tu es toujours souriante, tu es toujours joyeuse, ça fait 4 ans que tu travailles pour l'entreprise, tu es toujours joyeuse, et là, pendant 3 semaines, tu rentres au travail, puis tu as toujours la tête baisse, tu ne fais plus de jokes, tu n'es plus jamais dans le même environnement que d'habitude. C'est pas normal. C'est là qu'il y a quelque chose qui change. Puis c'est dans notre quotidien. Quand on entend souvent les gens nous dire « Ça va-tu? Hey, t'es sûr que ça va? » Est-ce que, tu sais, quand ton environnement te dit constamment qu'il y a quelque chose, ben, tu devrais vraiment te questionner sur qu'est-ce qui se passe. Si on perd l'appétit, si on dort plus ou on dort moins, si on perd le goût de parler aux gens, là, il y a beaucoup de que je dois dire qui est un peu stupide en COVID, là, parce que naturellement, comme il y a même des formulaires à l'hôpital qui me faisaient remplir qui disaient « Est-ce que tu as l'impression que le gouvernement t'empêche de sortir de chez vous? » Oui. Il y a quand même des éléments habituels qui sont changés par la COVID. Mais la réalité, c'est de justement voir des changements de pattern dans nos... Puis ces changements de pattern-là, on ne devrait pas attendre pour les adresser. Et on ne devrait pas attendre au minimum d'appeler le 811 et poser des questions aux infirmières d'urgence et infirmiers d'urgence santé pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et le plus vite qu'on intervient, le mieux. Alors moi, demain, j'arrive, je frappe à la porte de Relief. Qu'est-ce qui se passe? On me rencontre, on m'installe sur une chaise longue et puis je me mets à parler à un psychologue. Comment vous prenez les gens en charge? Mais en fait, on est plus... on a avancé avant, les psychologues avaient juste une fleur et une plante. Nous, on en a 2. Okay. Non, c'est une blague. Ça n'a rien à voir. Relief n'est pas un organisme d'intervention. On n'offre pas le soutien, justement, d'avoir un psychologue qu'on voit régulièrement. Relief est un centre d'expertise. On a travaillé plus de 15 000 heures de travail pour développer ce qu'on appelle le soutien à l'autogestion. C'est-à-dire qu'on éduque les gens d'avoir des outils qu'eux-mêmes peuvent appliquer dans leur quotidien pour mieux comprendre leur anxiété, leur dépression, leur bipolarité. Donc, on est là vraiment pour outiller les gens. Donc, on ne remplace pas la psychothérapie, on ne remplace pas les médecins, la médicamentation. On est là pour outiller la personne, pour avoir les bons outils pour que la personne puisse être au centre de ses décisions et de ses priorités en santé mentale. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui, toi, t'a aidé dans cette vie-là, là, présentement, là, avec ta bipolarité, l'anxiété? Qu'est-ce qui t'aide à passer à travers le confinement? Ben, moi, qu'est-ce qui m'a aidé dans ma vie, c'est de comprendre que j'étais un homme blanc narcissique avec plein de privilèges blancs. Là. Donc, de comprendre que, justement, je faisais partie du problème et non de la solution et que je devais changer ça. J'ai aussi réalisé que la solution devait venir de moi pour moi. Que je devais arrêter de voir tous les médecins, les psychologues, les psychiatres comme étant la solution, que la solution devait être moi. C'est moi qui devais leur demander de l'aide et non eux qui m'offrent de l'aide. Et je devais devenir au centre de mon rétablissement et au centre de mes priorités. Ça ne veut pas dire que je décide pour le psychiatre. Je veux dire, j'ai une entente très claire avec le psychiatre que s'il me dit « fais ça », je fais ça. Mais on en parle, puis je lui donne mon point de vue. Mais on s'est entendu que c'est son point de vue en bout de ligne qui gagne.
mais il écoute mon point de vue pour bâtir le sien. Et j'ai été très clair que je m'attends à ça de mes rencontres avec lui. Et c'est là qu'il y a quand même une grosse différence en santé mentale. C'est quand on sent qu'on a un contrôle sur notre santé mentale et sur nos décisions, on est capable justement d'avancer. Est-ce que c'est possible d'en guérir, Martin? Bien, chaque personne vit la santé mentale et la maladie mentale différemment. Je pense que l'anxiété et la dépression, quand on le vit une fois, les risques de leur vivre sont très grands, mais pour moi, c'est positif. Je ne remplacerai pas ma bipolarité si quelqu'un me l'offrait de le faire. L'anxiété me permet d'être mieux connecté avec les gens autour de moi. La dépression me permet de mieux me contrôler quand je tombe dans des phases où que je devrais mieux me contrôler. Je ne dis pas que c'est 100% positif, puis pour des gens qui ne voient pas ça comme positif, c'est que je ne dis pas que c'est ça pour tout le monde, mais pour moi, je ne suis pas guéri, mais je ne cherche pas à être guéri parce que je suis bien avec qui je suis. Tu as appris à te connaître avec qui tu es. Exactement. Alors, quel conseil tu donnerais à des gens qui nous écoutent actuellement, qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale? Mais premièrement, c'est de questionner sur qu'est-ce qu'on vit nous, puis d'être capable d'en parler aux gens de notre entourage. Si votre famille, c'est pas une option pour quelconque raison, trouvez des amis, trouvez d'autres mondes dans votre entourage qui vous permettent de le faire pour commencer à mettre des mots là-dessus. Questionnez-vous également pour vos propres billets qui peuvent créer des enjeux de santé mentale. Il y a beaucoup d'hommes blancs plus âgés en ce moment qui n'arrachent vraiment avec la nouvelle façon de voir la société, puis qui ne comprennent pas, par exemple, qu'ils sont racistes, même s'ils sont, parce qu'ils ont toujours eu dans la tête qu'ils ne l'étaient pas, même s'ils ont des billets racistes ou sexistes ou autres. Donc, je pense qu'il y a on doit créer une place, un safe space dans lequel que les gens peuvent faire ces transitions-là. Puis c'est là, des fois, j'ai moi-même un malaise avec certains des scandales qu'on peut voir éclater, dans lesquels on ne laisse plus la chance aux gens de se remettre. Je ne dis pas qu'on doit pardonner pour des actes complètement inacceptables, pour des viols ou autres, comme je ne dis pas ça du tout. Je veux juste dire qu'on doit être capable, quand les gens veulent se transformer, de leur donner la chance de se transformer et de faire en sorte justement que quand les gens ne vont pas bien, mais qu'ils sont capables d'apprendre à aller mieux et d'être ouverts avec eux. Puis je voudrais juste être plus ouvert et de plus écouter les gens et de donner plus d'espace à aider justement les gens à s'ouvrir plus et aller chercher l'aide qu'ils ont besoin. Et petit conseil aussi au niveau du télétravail et puis les Zooms à n'en plus finir. Comment on fait pour casser ça et puis trouver un équilibre? Un truc incroyable que j'ai trouvé, je me trouve tellement futuristique dans ce que je vais dire, utiliser un téléphone des fois au lieu d'un Zoom, et de sortir dehors, faire des appels justement en marchant, de réaliser qu'avant, non, on ne faisait pas 8 heures de meeting back-to-back d'une demi-heure. Là. On avait le temps d'aller prendre un café parce qu'on marchait vers le café, on prenait notre auto pour aller à une rencontre et tout. Donc, au moins, de baser notre horaire sur l'horaire qu'on avait avant la COVID pour faire les mêmes heures qu'on faisait, puis de prendre le temps que ça nous libère pour faire des choses qui nous font du bien. Et c'est là, au moins, qu'on peut briser un peu le phénomène de Zoom back-to-back qu'on peut vivre. Est-ce que tu planifies des vacances pour cet été? Certainement. Je ne sais pas quand, où et si c'est cet été, mais je vais partir en vacances aussitôt que je peux. Parce que des fois, pour les entrepreneurs, on a la difficulté de s'arrêter. Donc, toi, tu as réussi à pouvoir t'arrêter pour penser à toi. Ah oui. Ah oui, mais ça fait plusieurs années que j'ai compris que ne pas prendre de vacances était toxique pour moi énormément. De ne pas déconnecter en vacances était toxique. Puis j'ai réalisé aussi que c'est positif pour nos équipes de déconnecter en vacances parce que le moment de freak-out où ils font la gaffe, bien, la gaffe, ils la font une fois, ils apprennent puis ils la font plus. Quand on est toujours là pour patcher pour, on bâtit un cercle vicieux dans lequel on doit répondre et de laisser aller puis de les laisser avancer justement sans tomber dans le feeling de guilt trip qu'on peut vivre en vacances, fait en sorte que ça nous aide à récupérer, puis ça leur aide, eux, à prendre une meilleure place dans l'entreprise. Puis quand on revient, on a plus de temps parce qu'il y a des tâches qu'on ne fera plus parce qu'eux vont continuer à les prendre. Martin, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être ouvert à nous, de nous avoir partagé aussi une partie de ta vie personnelle, mais aussi comment tu fais pour passer à travers la bipolarité, l'anxiété, surtout dans ce contexte. Donc, j'apprécie énormément ta générosité. Et tu disais comme ça que tu as une page Facebook, Entrepreneurs et santé mentale, si je ne me trompe pas? Exact. Et sinon, Entrepreneurs et santé mentale. Oui. Sinon aussi, les gens peuvent aussi frapper à l'organisme Relief.
Donc, monrelief.ca, myrelief.ca, et c'est gratuit la majorité des services, donc n'hésitez pas à les utiliser. Merci infiniment, Martin. Et je te souhaite une bonne journée. À bientôt. De toute façon, nous, il va falloir qu'on continue à parler parce qu'on a un discours à préparer là, sur le privilège blanc. Avec plaisir, et tu peux toujours compter pour moi là-dessus. Merci, Martin. À bientôt. Bonne fin de journée. Ciao. Bye. Alors, on vous revient dans quelques minutes avec le prochain panel où on aura des leaders empathiques avec Séverine de Femmes et Sort, Sophie de What Do We Do Something et finalement Kaina de GSoft. Donc, on vous revient dans quelques minutes. Alors, bonjour et de retour avec moi, Dorothée Siro, présidente fondatrice de l'organisme Audace au féminin et du Salon international de la femme noire. Alors, vous êtes à cette autre édition virtuelle d'Expo Entrepreneur. Et là, présentement, j'ai 3 femmes magnifiques en leadership empathique. Séverine Labelle de Femmes et Sort, Sophie Tarnowska, We Do Something Montréal, et Kaina Wardan de GSoft, qui vont nous parler comment créer une culture d'entreprise qui favorise la collaboration, l'engagement et le bien-être. Alors, bonjour mesdames. Comment allez-vous? Je n'ai pas envie de vous demander comment allez-vous, mais plutôt comment vous vous sentez aujourd'hui? En feu! Inspiré par le sujet. Inspiré par le sujet. Qu'est-ce qui t'inspire, Sophie? Je pense beaucoup au fait que depuis la pandémie, avant la pandémie, on se disait toujours que travailler de la maison était un privilège que certains employés avaient. Et je pense qu'on a réalisé qu'en fait, beaucoup d'employés travaillent de la maison, mais que c'est une contrainte dans beaucoup de cas et que ça se rajoute à plusieurs de leurs responsabilités existantes. Donc, j'aime beaucoup cette conversation parce que je pense qu'il est temps de parler d'un leadership empathique qui est vraiment, qui va répondre à la question quelles sont les autres responsabilités auxquelles s'ajoute le travail que gèrent mes employés? Qu'est-ce qu'ils ont d'autre sur leurs assiettes? Étant donné que le travail est venu à la maison, il faut qu'on accepte et qu'on reconnaisse que la maison est aussi venue au travail. Et c'est cette conversation qui manque un peu. On s'attend beaucoup à ce que les employés comprennent quels sont leurs devoirs et leurs responsabilités et leurs deadlines. Mais je pense qu'on devrait être quand même au courant de l'inverse aussi. Qui sont les mères qui sont monoparentales? Qui sont les pères qui gèrent des problèmes? Qui s'occupent de leur mère à la maison? Parce que ça va les affecter. Donc, ça me touche beaucoup de voir que ce sujet devient un peu tendance. C'est vrai. Oui, alors Kaina, vas-y donc, je t'écoute. Non, j'allais juste faire du pouce sur ce que Sophie vient de dire. On avait fait un sondage auprès des employés il y a quelques mois sur la santé et le bien-être dans le contexte actuel. On le fait aussi régulièrement dans l'organisation. Puis justement, comme tu disais, Sophie, ça s'est invité dans la conversation, même, on va dire même le statut de vie des gens. C'est-à-dire qu'au début de la pandémie, on a voulu accommoder beaucoup les familles parce que les enfants, les garderies, tout le monde était à la maison. Donc, les parents avaient vraiment des défis. Puis à un moment donné, dans le temps, on s'est rendu compte que c'était les personnes seules qui, elles, avaient des gens qui habitent seuls, où là, il y a eu un renversement. Puis ces gens-là qui avaient pris beaucoup sur leurs épaules pour aider leurs collègues qui, eux, avaient des enfants à la maison. Mais là, c'est eux qui se ramassaient avec quelque chose de très, très lourd sur les épaules. Donc, dans la conversation professionnelle, c'est amené cette notion-là d'être un employé célibataire, puis qu'est-ce que ça veut dire et quels sont mes besoins à moi. Puis ça, c'est un shift aussi dans une conversation professionnelle où souvent, quand on parle de work-life balance, on va beaucoup parler de la famille. Il y a des gens célibataires qui vont dire I have a life too. Et donc, moi, j'ai vraiment vécu ce shift-là de l'intérieur, parce que là, c'est devenu un point de conversation, puis un besoin de créativité aussi pour nous, comme organisation, de dire comment on fait aussi pour accommoder ces gens-là, puis leur donner ce dont ils ont besoin. Fait que, c'est ça. Et toi, Séverine, comment tu pourrais définir le leadership empathique? Mais justement, je pense que pour moi, en tout cas, le leadership empathique ou le leadership bienveillant, c'est vraiment la pratique du leadership qui met au cœur de ses priorités le bien-être des gens qui nous entourent. Évidemment, ça peut être les membres de notre équipe immédiate. Ça peut être aussi le bien-être des parties prenantes de l'organisation, même de l'environnement. Puis enfin, j'aurais envie de dire de soi-même. Donc, le leadership bienveillant, ça commence par une bienveillance, une empathie envers soi-même et envers ses propres besoins.
On a souvent l'impression qu'être un bon leader ou quand on a des responsabilités de leadership, bien, que notre priorité, ça doit être de gérer la performance de l'organisation. Mais il n'y a pas de performance possible sans un niveau de bien-être, de bonheur, de sécurité psychologique. Alors, je suis convaincue, absolument convaincue, puis je l'ai vécu aussi même au sein de Femmes et Sœurs, que c'est en prenant soin d'abord de soi-même et des gens qui nous entourent qu'on génère vraiment une bonne performance. Il y a Richard Branson qui disait « Prenez soin de vos employés et ils prendront soin de votre entreprise. » Et ça, moi, j'y crois fermement. Il y a quelque chose, ça me... excuse-moi de vas-y, revenir. Sophie. Il y a un livre qui est sorti sur le burn-out par 2 sœurs et il y avait une très belle citation dans ce livre qui disait que quand on parle de self-care, qui se traduit mal en français, mais elles disent que le self-care, en fait, le bien-être, prendre soin de soi-même, qu'il est temps d'aller au-delà d'une définition individuelle et personnelle, qu'en fait, le vrai self-care demande une bulle de protection qui est composée des gens qui sont autour de nous, qui accordent autant d'importance à ton bien-être qu'au leur, en fait. Et ça me fait penser à une sorte de buddy system, presque au travail, où c'est comme, on est en fait pas juste dans notre bien-être, mais on est conscient que au travail, on doit insérer cette conversation dans l'agenda, avoir des conversations sur, tu sais, on n'a plus de small talk. There's no more small talk. Et c'est la première chose qu'on coupe sur les Zooms parce qu'on essaie d'être respectueux envers les horaires des autres. Mais le small talk a un point, une importance psychologique. C'est un check-in de mental. So, dans ce cas-là, si on veut l'effacer de nos jours, il va falloir qu'on l'insère dans nos agendas, d'avoir des conversations qui sont juste pour voir « where are we ». Oui, oui. Et avec We Do Something, tu dis que vous êtes une machine qui fait du bien. Peut-être nous expliquer un peu plus qu'est-ce que fait We Do Something. Pour être très honnête, c'est une définition qui est en train de changer. Étant donné la pandémie, We Do Something a commencé comme un OBNL qui cherchait à utiliser les mauvaises nouvelles constantes comme un outil de rassemblement pour en fait rassembler ceux qui veulent faire du bien avec ceux qui auraient besoin de ce soutien. Après, il y a l'entreprise sociale We Do Something Co. qui maintenant cherche à aider les entreprises à mieux soutenir leur communauté tout en soutenant leur marque. Donc, en fait, d'aligner leur mission sur des actions concrètes et de ne pas juste faire des choses qui sont sympathiques et gentilles pour la communauté, mais des choses qui feraient du bien à leur marque, qui font du sens, mais qui sont quand même, qui vont contribuer vraiment à la communauté de manière long terme, pas juste aller peindre un mur, parce que ça prend tout un staff d'un OBNL d'organiser cette journée pour l'entreprise. Mais je reviens toujours aux conversations qui demandent, qui sont nécessaires pour pouvoir faire ce travail. Avant de tout faire, We Do Something est fondé sur l'écoute. Mon travail comme fondatrice, c'était vraiment l'écoute profonde. Il faut que j'aille m'informer auprès des organismes, des communautés pour voir mais de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup pendant cette pandémie. Si on pouvait avoir plus de moments d'écoute profonde, où on pose des questions intimes, de ne pas hésiter et de laisser les gens s'exprimer. On n'a pas besoin de résoudre les problèmes qui vont amener, mais juste de se faire écouter. C'est un acte d'amour, c'est un acte d'empathie et c'est le début de comprendre, OK, où est-ce qu'on s'en va? Ça prend le pouls un peu. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond à la question. Et justement, je me permets de faire le pouce du côté de Gsoft. J'ai été impressionnée de voir un peu vos valeurs et l'écoute fait partie de vos valeurs. Et une valeur qui m'a accroché beaucoup, c'est que vous parlez des vraies affaires. Donc, vous abordez des sujets même délicats. Donc, comment ça se place là dans une entreprise? Est-ce qu'on s'organise, on fait un focus group et puis bon, on décide de parler, bon, aujourd'hui on parle des communautés LGBTQ+. Est-ce que ça se fait un one-on-one? Comment ça se passe? Quelles sont les procédures mises en place chez Gsoft? Fait que moi, j'aime beaucoup dire que je crois qu'on enseigne toujours ce qu'on a besoin d'apprendre nous-mêmes. Donc, on est loin d'être parfait. Disclaimer. We're trying really hard. Mais c'est toutes sortes de choses. C'est sûr qu'au fil du temps, on a mis en place certains programmes, entre autres. Puis ça, j'ai une fierté particulière pour ça parce que
on avait, moi-même, j'avais suivi des formations en communication non violente pendant quelques jours dans le cadre de formation, puis ça avait vraiment changé ma vie. Puis j'ai voulu amener ça dans l'organisation. Donc, on a commencé par coacher au début les gestionnaires. Puis là, on a donné l'occasion à tous les gestionnaires de l'organisation d'avoir accès à une formation de 2 jours, en fait, pour apprendre à... Vous connaissez sûrement la communication non violente. Puis finalement, ça a fait des petits, on l'a ouvert à d'autres. Puis finalement, ça a été comme 95% de la compagnie au complet qui s'est formée pendant 2 jours là-dessus. Et ça, ce que ça a créé, c'est que ça a créé vraiment un langage commun. Puis on le voit encore, donc, dans cette formation-là, il y a certaines thématiques. Est-ce qu'on parle girafe? Est-ce qu'on parle chacal? C'est des façons de dire est-ce que j'ai nommé mon besoin et mon émotion, justement, ou pas. Puis ça fait maintenant partie du vocabulaire interne de l'organisation. Je veux pas être chacal, mais mon chacal, t'as allé faire un tour, il revient. Puis il y a quelque chose dans ce vocabulaire-là qui amène dans la culture une volonté d'être plus capable de se dire les vraies choses. Après, comme je dis, puis je vous le dis à tous ceux qui écoutent, parce que si vous tentez des choses au niveau de l'empathie dans votre organisation, puis que vous avez des pains ou des solutions, comme écrivez-moi sur LinkedIn, ça m'intéresse énormément parce que je pense qu'il y a quelque chose de très, très fort d'un point de vue business au niveau de l'empathie, ce que l'empathie peut générer, à la fois face aux clients, est-ce qu'on comprend bien les pains de nos clients pour y répondre, puis à la fois dans ce qu'on est en train de créer dans l'organisation. Donc, nous, le mouvement est beaucoup au niveau des employés et des gestionnaires. Après ça, on a créé une formation d'1 année, Power Skills, qui permet aux gestionnaires de se développer dans leurs compétences, puis notamment dans le caring. Fait qu'il y avait comme un chapitre là-dessus, et sur la diversité et inclusion, bien sûr. Là, on sort un cookbook de gestion où on retape là-dessus. Donc, on essaie avec différentes initiatives d'amener ça. Mais il y a plein de défis. Il y a plein de défis. On peut en parler pendant 14 ans. Mais justement, Kaina, quand tu dis qu'il y a plein de défis, parce que vous êtes une entreprise dans le milieu de la technologie, donc on a l'impression que c'est ce genre de trend qu'on retrouve dans ce milieu. Mais il y a d'autres milieux où c'est beaucoup plus conservateur. Est-ce qu'il y a une ouverture maintenant à cela? Parce qu'on est dans cette pandémie, maintenant les gens sont beaucoup plus réceptifs. Je pense, Sophie l'a mentionné un peu tantôt, auparavant, certains employeurs étaient réfractaires au télétravail. Maintenant, c'est devenu une obligation. Est-ce que maintenant, la position des employeurs va changer face à une ouverture, une plus grande ouverture, à l'écoute, à un échange avec les employés? C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, juste pour parler du cas spécifique de GSOF, c'est une organisation qui a un bureau qui est vraiment comme au cœur de sa vie et tout ça. Puis et le télétravail n'existait pas, mais vraiment pas. Là. On était comme un peu weird, là. Et là, on est passé de la décision de l'entreprise de carrément devenir un distributed company. Donc là, le bureau va exister, mais en coworking space, ce qui est un virage total d'un point de vue culturel pour l'organisation. Puis là, on est en cours. Donc, à ta question, est-ce qu'on est plus empathique? Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a un besoin de l'être plus, mais il y a tellement de changements en cours. Puis là, je vais parler de mon organisation, à la fois dans ce qu'on est en train de vivre à l'interne, mais aussi dans ce qui se vit à l'externe, que moi, ce que je remarque un peu, c'est un peu de retour des fois vers ce qu'on connaît déjà très bien. Et on remarque beaucoup les équipes qui se replient sur elles. On remarque beaucoup que dans le stress, dans les stades de conscience, on revient dans ce qu'on connaissait peut-être plus avant. Fait que moi, je ne trouve pas nécessairement qu'il y a plus d'écoute et d'empathie. Je pense qu'il y a une conversation qui est comme inévitable par rapport à ça, mais on a beaucoup de travail à faire, selon moi, dans la compétence et dans le développement des muscles. Fait que, en tout cas, il y a un travail à faire parce qu'il y a des gens qui entendent mais qui n'écoutent pas, qui sont 2 choses complètement différentes. Alors, Séverine, tu disais comme ça que pour toi, le bonheur et le bien-être au travail devraient être la priorité de toute organisation. C'est le cas, Femmes et Sœurs? Bien, je dirais que oui. Nous non plus, on n'est pas parfaits, loin de là. On y travaille au quotidien. Mais je suis toujours heureuse de constater quand on mène des sondages, puis on en fait souvent, peut-être même trop des fois, on se fait dire. Mais ce qui ressort beaucoup par rapport à ce que les employés nous disent, ce que l'équipe nous dit, c'est qu'ils sentent qu'on a à cœur leur bien-être, puis ils sentent qu'ils ont un pouvoir aussi pour pouvoir y contribuer directement. Quand la pandémie est arrivée, évidemment, notre équipe a été frappée de plein fouet. On travaille directement avec les femmes entrepreneurs, des femmes entrepreneurs qui ont été, par ailleurs, frappées, mais comme un tsunami à travers cette crise-là. Et donc, nous, on s'est retrouvés un peu en première ligne, à devoir travailler avec beaucoup d'appels d'entrepreneurs, parfois en détresse même psychologique. Et donc, d'une équipe qui fait généralement de l'analyse de dossier pour faire du prêt, du financement, de l'accompagnement, s'est retrouvée finalement à devoir répondre à des téléphones, parfois d'appels de détresse. Et ça a été quand même assez éprouvant pour l'équipe. Et Femmes et Sœurs, on est une 60aine d'employés. Je dirais 58 femmes. La grande majorité ont des enfants, se sont retrouvées aussi avec des enfants à la maison.
à devoir gérer à travers ce tsunami-là. Puis je suis très fière de notre organisation d'avoir été capable, quand ça s'est arrivé, on a pris un temps de pause, on a dit « Attendez un instant. » Avant de pouvoir éteindre les feux puis aider les entrepreneurs, est-ce que nous-mêmes, on a les bons outils? Est-ce qu'on nous-mêmes, on se donne les moyens d'être capable de faire face à ça? Et on a pris ensemble des décisions d'équipe, comme d'investir pour avoir des heures de psychologues qui étaient là pour notre équipe, à nous, pour être capable de les outiller à faire face à tout ça, puis être capable de recevoir aussi nos propres détresses à soi, comme équipe. Et puis, il y a différentes mesures qui ont été mises en place à l'initiative des gens de l'équipe pour être capable de retrouver une certaine forme d'équilibre à travers ce grand déséquilibre-là qu'on a vécu dans la dernière année. Puis je donne des exemples. On s'est donné, à un moment donné, on a dit, OK, on ferme le bureau une journée. Tout le monde est dans le jus, on n'a pas le temps, mais on le fait pareil. Journée de congé obligatoire pour tout le monde. C'est un jour de repos. L'organisation va payer pour ça, mais là, on a besoin de tirer la plug une journée puis de reprendre notre souffle. On s'est donné aussi des plages de travail sans dérangement qu'on appelle des plages pour être vraiment en mode dans notre bulle où on sait qu'on ne va pas se faire envoyer de courriel, pas de texto, pas de téléphone, pas de rencontre. C'était aussi des moments où pour celles qui avaient des enfants à la maison, elles pouvaient dire, regarde, cet après-midi, je prends du temps avec mes enfants, je ne me sens pas coupable, je sais que je n'aurai pas un appel, une rencontre ou quoi que ce soit. Puis si je veux travailler ce soir, ça ne dérange pas personne. Donc, c'est des éléments comme ça qu'on a essayé de mettre en place pour justement... dans le fond, je vous donne des exemples concrets qui me permettent de dire, ben oui, je pense que Femmes et Sœurs, on a réussi à devenir une entreprise qui met vraiment au cœur de ses priorités le bien-être et le bonheur de ses employés. Puis, à quelque part, ça nous le rend bien parce que Femmes et Sœurs est une organisation aujourd'hui qui est ultra performante, en hyper croissance, en développement constant de nouveaux produits, de nouveaux services. Et j'ose croire que tout ça est aussi dû à une équipe qui est engagée, qui est heureuse, qui est contente de rentrer travailler le matin et qui se sent bien dans notre organisation. Mais c'est intéressant quand je vous écoute parler tous les trois. J'ai l'impression que le leadership empathique, j'ai l'impression, on en discute, que c'est propre aux femmes. Parce que vous prenez en considération que des employés viennent, ils sont d'une famille, peut-être que d'autres, oui, ils sont seuls, mais ils ont une vie quand même sociale. Vous êtes en mesure de prendre le temps d'écouter, de se dire, bon, on débranche la plug. Mais est-ce que c'est propre à un leadership féminin où tout le monde peut avoir cette capacité empathique envers ses employés? Oui, Sophie? Ben, mon réflexe en écoutant ta question, c'est que beaucoup de choses se sont passées pendant cette pandémie. On a vu le mouvement de Black Lives Matter qui était auparavant un mouvement vraiment plus, it was more fringe. C'était pour les communautés noires et racisées. C'était pas pour tout le monde. C'était pas, ça nous visait. Cette conversation est devenue centrale. MeToo est devenu plus central. Le féminisme est devenu plus central. Les hommes ont besoin d'espace pour pouvoir prendre cette place. Je ne pense pas nécessairement que ce soit une question de genre, mais je pense que je reconnais que les hommes sont aussi assez coincés, et Martin l'a mentionné, dans des rôles et des attitudes et des façons d'agir qui sont considérées comme « voici ce qu'est un homme ». Donc, ils sont tout à fait capables, mais ils n'ont pas nécessairement la permission sociétale et culturelle. Et ça, c'est aussi à nous. Et je trouve ça vraiment sympa, ce dont parlent Séverine et Kaina, parce que, et en particulier cette idée de la conversation non violente, c'est d'avoir des outils qui rendent... En fait, on a besoin parfois de règlements et d'une structure en place pour nous libérer. Donc, dès que tu mets un certain langage en place ou dès que tu mets, comme l'a dit Séverine, une plage horaire où on n'a pas le droit de se contacter, là, tu es en train de créer une liberté à l'intérieur de cette structure. Donc, oui, les hommes sont capables, c'est juste que ça va prendre une conversation ouverte dans l'entreprise, une conversation qui dit quels sont les vrais besoins que nous avons et quelles mesures allons-nous intégrer dans notre agenda, dans notre journée, dans notre langage, qui ne sont pas à discuter. Voici nos outils. Ça facilite en fait la prise de leadership empathique. Ça ouvre la porte. Je connais
des hommes, je connais beaucoup d'hommes qui souffrent en ce moment et de femmes, en fait. Et je pense que nous avons tous le même besoin de l'exprimer. Mais un des avantages comme femme, c'est que c'est normal que nous l'exprimions. Ce n'est pas normal qu'un homme s'exprime de cette manière. Kaina. Oui. Ce que tu dis, Sophie, ça me fait penser à un documentaire que vous avez peut-être vu qui s'appelle The Mask We Live In, qui parle de la culture masculine aux États-Unis. C'est un documentaire extrêmement intéressant qui parle justement de comment on n'enseigne pas aux jeunes garçons, dès leur très, très jeune âge, à nommer les besoins puis à nommer les émotions. Puis comment des expressions comme « man up »,« be a man » sont préjudiciables dans le temps. Et qu'après ça, quand on arrive à on regarde le leadership dans les organisations puis les proportions hommes-femmes, il y a des comportements qu'on comprend qui viennent de loin. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour le défaire. Récemment, je parlais avec quelqu'un qui travaille dans une organisation où la CEO est une femme. Puis il y avait eu un désaccord avec la CEO sur quelque chose. Puis après, elle lui a réécrit. Puis c'était sur Slack. Puis il y avait des emojis. Puis elle a montré les émotions qu'elle vivait suite à leurs différends. Puis il m'a montré ça. Puis je me suis dit, wow, est-ce qu'un homme CEO aurait fait ça? Je me suis posé cette question-là, tu sais. Oui, vas-y. Mais non, mais je trouvais ça intéressant ce que tu disais, Kaina, parce que je me demandais comment ça se passe dans le milieu technologique où il y a beaucoup plus d'hommes. Est-ce que les hommes sont plus portés à s'exprimer, bien qu'on a mis des procédures en place, on a de belles valeurs? Comment ça se vit dans ce milieu-là? C'est difficile. Je vais être très honnête, c'est difficile. Il y a une ouverture. Je suis dans une organisation qui croit à les choses fondamentalement et qui permet justement tout ce que je vous ai dit avant d'exister. Et que ça amène, puis je suis d'accord avec ce qu'on disait avant, des structures, des outils et tout ça viennent aider. Mais on voit qu'il y a une culture qui est à faire évoluer et surtout quand il y a une question de masse critique. Donc, quelle est la proportion homme-femme dans une conversation? Puis dans le monde de la tech, on ne s'y cachera pas qu'il y a aussi des idéaux. Là, je ne suis pas en train de parler de mes collègues quand je dis ça, mais il y a vraiment des idéaux de certains personas de la réussite en tech qui ne sont pas le symbole de l'empathie. Elon Musk, je veux dire, il est comme vraiment idolâtré beaucoup dans ce qu'il a réussi d'un point de vue business, mais en même temps, les gens vont dire beaucoup de choses sur son approche, pas nécessairement empathique. Donc, il y a du travail. Steve Jobs aussi, c'est comme un dieu, mais en fait, living with him was not fun, it sounds like. Mais les choses sont en train de changer, puis moi, c'est ce qui me rend autant rempli d'espoir, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quelques années seulement, être un leader, ça voulait dire avoir une posture de leadership fort avec une bonne gestion des émotions, puis le cas typique de l'homme leader est en train d'être revu complètement et j'ai l'impression que oui, les femmes vont particulièrement bénéficier de ce changement de paradigme-là, mais je pense que même les hommes aussi vont en bénéficier parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui ont en dedans d'eux cette envie ou ce leadership empathique-là, puis qui s'est peut-être moins exprimé par le passé. Et là, c'est comme si de façon générale dans la société, non seulement ça devient accepté, mais non seulement ça devient même recherché, puisque la nouvelle génération d'affaires, la nouvelle génération qui rentre dans les bureaux, là, ils ne veulent pas se faire diriger par quelqu'un d'autoritaire qui n'est pas à l'écoute. Ils recherchent cette empathie, cette bienveillance-là. Ils recherchent cette possibilité de pouvoir participer, d'exprimer des idées, mais d'exprimer aussi comment ils se sentent. Puis ils souhaitent, tous les sondages le montrent, les gens souhaitent travailler dans une organisation qui a à cœur son bien-être. Alors, t'as raison, Séverine. Puis juste pour compléter sur ce que tu dis de mon expérience, dans la dernière année, j'ai vu des leaders hommes dans mon organisation s'ouvrir dans une vulnérabilité qu'ils n'avaient jamais faite, même devant toute la compagnie. Puis ça a vraiment créé une connexion très forte. Fait que oui, je suis d'accord. Est-ce que ça a incité d'autres hommes aussi à s'exprimer? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je peux te parler de la réaction des employés qui a été vibrante, qui a été engageante, qui a été connectante. Mais ça me donne une idée de peut-être follow up on that. Merci. Sophie. Mais ça me fait penser, je pense beaucoup, et en fait, j'aimerais bien votre point de vue, mesdames. J'ai vraiment l'impression qu'il nous faut... j'ai l'impression que beaucoup de leaders veulent démontrer leur empathie et pour ce faire, l'empathie, on s'entend que c'est en fait pouvoir connecter et bien comprendre et ressentir ce que vit quelqu'un d'autre, sans se perdre dedans. Mais pour ce faire, il faut qu'on l'écoute et qu'on l'entende. Et pour ce faire, on va devoir avoir ces conversations où on invite les sujets les plus vulnérables et intimes
j'ai en tête une idée de commencer comme avec un Zoom où c'est un confessionnal, où en fait tout le monde éteint sa caméra, tu remplaces ton prénom par un emoji et tu poses des questions auxquelles les gens peuvent répondre de manière anonyme dans le chat ou à voix haute. Et on commence comme ça avec un confessionnel régulier où les gens peuvent en fait aérer et ventiler ce qui est en fait, comme on dit en anglais, on their mind. Et j'ai l'impression que la peur qu'on a avec, par exemple, des conversations vulnérables comme ça dans l'espace professionnel, c'est que, oui, mais après, il va falloir qu'on résoudre ces problèmes. Mais je veux vraiment qu'on n'oublie pas l'impact puissant et profond de juste laisser les gens s'exprimer, de les écouter et en fait de lancer la conversation en disant nous n'allons pas pouvoir résoudre tout ce que vous allez nous partager, mais le fait qu'on veuille vous écouter, ça fait partie de notre mission, ça fait partie de le fait que vous êtes notre inventaire clé. Donc, on peut avoir des deadlines, mais si vous, les employés, notre inventaire clé, tombe en morceaux, well, we're done. Donc, we're going to start listening to each other. Parce que c'est en fait, et j'aime bien apporter le mot amour dans l'espace professionnel. On garde ce mot comme outil intime, c'est à la maison. Mais quand on parle d'empathie, this is a form of love. C'est une forme d'amour public. Et c'est un outil qu'on peut utiliser dans l'espace public, juste de s'écouter. And then we can see what we do with it. J'adore ce que tu amènes, Sophie. Puis, je ne sais pas si vous connaissez Rémi Tremblay, qui est une personne que j'admire beaucoup, qui a écrit plusieurs livres et qui est venu nous rencontrer à plusieurs reprises chez Femmes et Sœurs. Puis, à un moment donné, il a dit ceci. Dans le fond, les employés cherchent 3 choses d'un leader. Ils cherchent qu'il soit humble, qu'il soit courageux et qu'il ait de l'amour et qu'il les aime, dans le fond. Puis, il utilise vraiment ce mot-là. Moi, ça m'a toujours resté en tête et je me rappelle ces paroles-là constamment. Puis j'y crois fondamentalement aussi. Alors, à vous écouter parler, on parle beaucoup de virage numérique au niveau des entreprises, mais j'ai l'impression aussi que beaucoup d'employeurs vont être obligés de faire un virage vers l'écoute. Est-ce que ça va être un passage obligatoire? Et est-ce que vous pensez que les employeurs sont prêts à écouter et entendre des choses qui risquent de les froisser ou de les sortir de leur zone de confort? Ben, j'ai envie de dire qu'ils n'auront pas le choix. Ceux qui ne vont pas le prendre, ce virage-là, c'est comme le virage numérique. À un moment donné, ça va les rattraper. Et ils ne seront plus en mesure d'attirer des gens de talent. Oui, puis tu sais, je réécoutais là, les classiques de Brené Brown sur l'empathie là, en fin de semaine, puis ça m'inspire à chaque fois. Puis elle disait 2 choses que je veux juste vous partager, je trouve que c'est en lien avec, je l'ai noté là. Empathy is a vulnerable choice because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows this feeling. Fait que c'est là où il y a tout un travail aussi de self-awareness et de travail en soi, je pense. Puis à ton point de Sophie tout à l'heure où tu parlais de l'écoute, puis de juste l'écoute pour ce qu'elle est, Brené Brown disait comme quand tu écoutes quelqu'un, la meilleure réponse, ça peut être I don't even know what to say right now. I'm just glad you told me. Puis elle dit rarely can a response make someone feel better. What makes someone feel better is connection. Et ça, c'est drôle parce que ça, je l'ai vraiment appris lorsque je travaillais, lorsque We Do Something faisait ses soirées. On a fait un événement pour essayer de lever des fonds pour un organisme qui contre le suicide dans les communautés autochtones. Donc, j'avais rassemblé 75 personnes au restaurant Lawrence et l'idée, c'est je suis une chef d'orchestre. Je veux qu'on ait de la joie, qu'on soit rassemblés, mais qu'on écoute ceux qui ont des choses à partager. Donc, j'avais comme 4, 5, 6 personnes autochtones qui voulaient partager leurs expériences. Et c'est quand même beaucoup lors d'un souper. Et j'essaie de trouver cet équilibre entre la joie et une intensité. Mais jamais ce que j'allais dire, non, c'est trop. Donc, pour moi, c'était comment est-ce qu'on accompagne ce moment où les gens partagent des histoires qui sont absolument déchirantes. Et je me disais, that's it, ça va être trop. Les gens vont quitter et dire, écoutez, c'est lourd votre truc. Cette soirée m'a appris, je n'ai jamais reçu autant de feedback positif parce que ce que j'avais oublié, c'est que les gens, en fait, donner l'écoute, ça nous nourrit. Avoir eu le privilège de les entendre en première personne est devenu vraiment un privilège et un cadeau. Merci de m'avoir laissé témoigner de ce que tu vis. Et c'est la chose, pour répondre à ta question, Dorothée, quand tu dis est-ce que les leaders vont devoir, est-ce qu'ils vont savoir, il faut qu'ils comprennent que, en fait, ce n'est pas une imposition qu'on est en train de demander.
C'est en fait, comme l'a très bien dit Kaina, c'est un cadeau de connexion. You don't have to do anything with it. But it's a huge privilege to hear the intimacy of what people are living. This is how we overlook stereotypes and racism and bias. We listen to the human being. C'est beau. I feel like I'm preaching. Woo-hoo! Non, écoute, là, you feel like I'm preaching. Moi, je sens que je suis à l'église, là, présentement aussi. on est toutes les trois comme ça. Oui. C'est tellement intéressant ce que vous dites. Puis j'ai envie de faire un petit exercice avec vous. Sophie, tu parlais un peu d'une possibilité de Zoom qui serait intéressant de faire, c'est-à-dire de fermer toutes les caméras et de mettre un émoticône et tout simplement s'exprimer. Moi, j'ai envie de faire un peu l'inverse, c'est-à-dire, selon vous, qu'est-ce qui serait l'échec total d'un leadership empathique? Tu sais, dans le quotidien, là, dans le day-to-day au travail, ce serait quoi? Là? Quels sont les exemples là, qui démontrent que ça, c'est un échec total? Puis, en faisant cet exercice-là, ce que j'ai envie de faire, c'est, après, sortir des pistes de solutions. Parce que peut-être on le fait sans même s'en rendre compte, mais on ne contribue pas à un leadership empathique. Donc, selon vous, quels sont les échecs qui se passent là, actuellement? Là? On est en télétravail, on a des Zooms, on est à distance. Je vais encore paraphraser Brené Brown, je m'excuse de rater, mais elle est trop pertinente. Elle dit comme, la pire erreur, c'est « Well, at least you've got a job. At least you've got kids. » Et comme ça, c'est la chose la plus anti-empathique que tu peux pas dire à quelqu'un. Ouais. Au moins, t'as ça. Ou bien, moi, ça va. Donc, ça, je trouve que c'est un autre exemple de... Moi, quand j'ai vécu de l'adversité, je me suis relevée le matin, là. Ouais, ou tomber dans la sympathie, tu sais, puis d'en rajouter 3 couches d'épais. Ah oui, hein, pauvre toi, puis tu dois donc pas bien aller, hein, puis tu sais... Ouais, de définir la personne. C'est ça, tu sais, je pense que l'empathie, ce n'est pas la sympathie. Puis cette ligne-là, surtout en contexte de travail, mais même dans un contexte personnel. Je pense que l'important, c'est d'être à l'écoute, de recevoir. Si on peut faire quelque chose parce que la personne nous le demande, tant mieux. Mais c'est pas nécessaire d'en rajouter 3 couches d'épais dessus. Et je pense aussi de ne pas oublier l'autre, c'est de ne pas oublier, encore une fois, de mettre la table, d'encadrer la conversation pour que, comme tu dis, Séverine, tu tombes là-dessus parce qu'il y a des boundaries aussi, il y a des frontières à respecter. Donc, nous allons en fait mettre du temps à part pour pouvoir en fait être une équipe d'êtres humains de nouveau. Donc, nous allons parler nous voudrons savoir ce qui se passe. Donc, on lance des questions. Il y a des très bonnes questions qu'on peut poser aussi qui sont très légères parce que il y a des gens introvertis qu'on ne veut pas forcer non plus et coincer dans « il faut que tu sois profond et partage tout ». Mais j'ai une question que j'utilise souvent quand je fais des ateliers parfois pour Factory. Et une question qui est très légère, mais qui amène à des réponses profondes. Par exemple, qu'est-ce que tu essayes de dire à travers la façon dont tu t'habilles? So, you can use questions that are light. Et tu peux les utiliser. Et ça commence avec la première personne qui dit, je veux juste avoir l'air, I want to look hot today. Ou tu as l'autre qui dit, en fait, je me cache. Je me cache parce que quand j'étais petit, je me sentais mieux comme ça. Et donc, plus ça avance, plus les gens sont en train de partager qui ils sont. Mais on n'a pas besoin non plus de foncer dedans et de forcer les gens à répondre. Et comme Séverine l'a dit aussi, c'est ne pas identifier la personne par sa confession. « Oh, t'es celle qui est déprimée. Est-ce que ça va aujourd'hui? » I mean, imagine. Non, c'est ça. J'ai envie... Oh, excuse-moi. Vas-y, Séverine. J'avais juste envie de dire, de peut-être aller de l'autre côté aussi. Puis, tu sais, on a beaucoup parlé de l'importance du bien-être, de la bienveillance et tout. Pour moi aussi, le leadership empathique, au-delà de l'écoute, c'est d'être capable aussi de cultiver la participation, l'intelligence collective. Comment est-ce qu'on peut être à l'écoute, mais même faire émerger des idées de la part des équipes, des employés, parce qu'à quelque part, pour être bien dans un milieu de travail, il y a aussi beaucoup d'études qui démontrent que pour être bien et heureux dans un milieu de travail, il faut que les gens sentent qu'ils ont une certaine liberté d'action, une autonomie d'action, puis des responsabilités à la hauteur de leur talent. Puis avec responsabilité, des fois, on associe des titres
Mais n'importe qui dans une organisation, peu importe son rôle, peu importe son titre, peut avoir des responsabilités, peut prendre des décisions tout à fait sensées, peut avoir de l'autonomie pour amener des projets, pour amener l'organisation plus loin. Et pour moi, c'est ça aussi le leadership empathique, d'aller au-delà de l'écoute, puis d'être capable de permettre à toute personne dans une organisation de participer à son plein potentiel à cette organisation-là. Mais alors, comment on fait pour chercher la pleine participation des gens lorsqu'on est en Zoom, par exemple, et certains ont la caméra fermée? Comment on fait pour aller chercher cette participation? Bien, c'est une bonne question. Ça ne se fait pas nécessairement à travers les rencontres Zoom ou en grand groupe. Ça peut se faire à travers des projets, des petites équipes de travail qui se mettent ensemble pour faire avancer l'organisation. Je vais donner un exemple. Chez Femmes et Sœurs, on a un peu aboli la hiérarchie chez nous. Donc, il n'y a pas de directeur d'équipe ou quoi que ce soit, mais il y a plusieurs équipes qui évoluent dans un écosystème. Chaque équipe a une mission, une raison d'être. Chaque équipe se nomme un porte-parole et chaque équipe se donne elle-même ses objectifs, les projets sur lesquels ils travaillent. Et les gens se partagent, dans le fond, les responsabilités en fonction oui, de leur rôle pour lequel ils ont été embauchés dans l'organisation, mais aussi en fonction de leur talent. Est-ce qui fait en sorte que, par exemple, une personne qui a été embauchée comme agente administrative, par exemple, peut se retrouver sur une équipe de communication à faire de la révision de blogs ou même à rédiger des billets de blog parce qu'elle a un talent en rédaction qu'elle souhaite mettre au profit de l'organisation. Je donne un exemple là, comme ça, random, là. Mais effectivement, ce n'est pas nécessairement à travers les rencontres Zoom, mais plus à travers le type de structure, par exemple, qu'on met en place, mais aussi dans la culture de l'organisation où on encourage les gens à amener des idées, à prendre le leadership sur certains projets, et ça, peu importe le titre ou la fonction qu'ils occupent dans l'organisation. Moi, je trouve aussi, pour compléter sur ce que tu dis, Séverine, qu'il y a une force immense au design des rencontres. Puis il y a un pouvoir dans la façon de designer comment une rencontre de travail va se tenir. Puis ça, je l'ai vu dans toutes sortes de contextes, d'une équipe de travail au comité de direction duquel je fais partie. La puissance de ça est hallucinante. Parce qu'on commence avec un check-in, comment on pose la question, comment on wrap-up, qu'est-ce qu'on crée comme ouverture. On voit des choses magiques se passer, tout comme on voit des fermetures aussi se passer. Et que ça, je trouve que c'est ne pas sous-estimer le temps de préparation à la réflexion et au design d'une rencontre. Donc, ça prend un scénariste. Je suis tellement... Oui, c'est un designer, c'est un facilitateur de rencontre. Des fois, ça va être la personne qui va elle-même avoir... Mais j'invite, en tout cas, moi, je le fais beaucoup plus maintenant, de réfléchir en amont. C'est quoi l'intention? L'outcome souhaité, c'est quoi? Je vais être contente de ce meeting-là, si quoi? Et donc, quoi? C'est quoi mes conditions gagnantes pour s'y rendre? Puis comme on parle d'intelligence collective, comme tu dis, Séverine, mais c'est quoi l'espace qu'on crée sécuritaire pour que cette émergence-là se fasse? Parce que sinon, ça sert à rien, right? Puis moi, dans mes habitudes personnelles avec mes équipes, j'ai créé des check-in. C'est drôle parce que je me rappelle, il y avait des gens qui étaient rentrés dans l'équipe et qui trouvaient ça vraiment cucu, là, mon affaire de check-in. How do you feel right now? Puis aujourd'hui, ils sont comme les premiers à me dire, il y a une partie de moi qui se sent comme ça, mais en même temps, il y a une autre partie de moi qui se sent comme ça. Je reste engagée. Puis je suis comme, wow, c'est comme un long way. C'est drôle, mais j'adore petit à petit aussi, tu sais. Je trouve ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Je pense que tu as dû lire Priya Parker. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une femme, Priya Parker, qui a écrit un livre, The Art of Gathering, la Bible, de comment nous nous réunissons, qui parle beaucoup de l'importance de comment nous entrons physiquement dans un espace, mais aussi dans une réunion, et de ne pas avoir peur. C'est pour ça que j'arrête pas de rappeler la structure. Il faut qu'on crée la structure, et Kainat est en train de le souligner. Designing this conversation, c'est très important parce que, encore une fois, on pense que mettre des règlements et une structure, que ça limite les gens, mais encore une fois, ce n'est pas du tout le cas. Ça libère. Quand la structure est imposée, les gens savent à quoi s'attendre, et donc ils peuvent, si on dit qu'on va avoir un check-in, ce qu'on est en train de dire, c'est que nous avons la permission de parler d'autre chose que du travail, et que ça n'abaisse pas notre rank professionnel. Et aussi, comme parlant, j'adore faire du design d'expérience, donc je me dis toujours, mais comment est-ce qu'on peut aider? Une des choses à laquelle je pense aussi, c'est que j'ai, par exemple, quelqu'un avec qui je travaille qui souffre beaucoup. Elle a vécu elle a perdu un enfant, elle a un miscarriage,
Et puis maintenant, elle est enceinte et elle souffre beaucoup pendant sa grossesse, mais elle a beaucoup de travail parce qu'elle fait très bien son boulot et elle en prend et elle en reprend. Mais jamais est-ce qu'elle ne dit... Elle dit quand elle a besoin d'un break, mais elle ne dit pas pourquoi. Donc, ses employeurs ne sont pas nécessairement au courant. Et je me dis, est-ce qu'il y aurait aussi un moyen de mettre en place genre un virtual suggestion box? Est-ce qu'il y a moyen de mettre des outils qui sont à part des réunions qui diraient où on peut finir on envoie un courriel ou un sondage anonyme et les gens peuvent répondre à la phrase, finir une phrase telle que « Je me soucie de X parce que… » Et c'est anonyme. Je me sens cette semaine de cette façon. So it's like a virtual place pour déposer nos craintes, nos joies. Et de là, on peut puiser pour nos rencontres virtuelles. Si c'est admis dans leur structure, on ne va pas parler des problèmes de quelqu'un lors d'une réunion qui est sur le boulot purement, mais par exemple de lancer une réunion en disant « Cette semaine, quelqu'un est fier de ça et j'en suis ravie. » Donc, de donner aux gens aussi une partie qui est hors des réunions pour aller puiser dans notre réalité humaine et pouvoir l'amener dans les réunions. And that's what nourishes and makes you productive, I guess. Les gens qui... Séverine? Non, je suis en train de prendre ta place, Dorothy. Vas-y. Non, mais vas-y. On est entre nous. J'allais simplement vous demander si vous connaissiez Office Vibe, qui est un logiciel produit par une entreprise montréalaise. Gsoft. Mon Dieu, j'avais même pas fait le lien, c'était vous autres. Ben écoute, je suis une fan finie de Office Vibe qu'on utilise chez Femmes et Sœurs depuis 2 ans, qui nous permet justement d'aller chercher le pouls de façon purement anonyme de toute l'équipe. Puis tu sais, Femmes et Sœurs, on a 17 bureaux à travers le Québec. Donc nous-mêmes, avant la pandémie, là, c'était impossible de savoir comment ma directrice régionale de la Côte-Nord se sent aujourd'hui ou dernièrement. Comment est-ce qu'elle va... Comment ça se passe, les choses, là, au niveau du bureau de Montréal, par exemple. Moi, je suis en Estrie. Et cette plateforme-là me permet, en tout cas moi, et tous les membres de l'équipe, d'avoir accès à de l'information ultra privilégiée, ultra confidentielle, mais sur lequel on peut construire. Alors, mais parle-moi un peu plus de la plateforme, soit Séverine ou bien Kaina, juste me dire... Je vais laisser Kaina parce que quand même. Non, mais moi, je ne vais pas faire de placement de produit aujourd'hui. Non, mais est-ce que c'est une application qu'on télécharge? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, Office Vibe, c'est une plateforme, dans le fond, qui est destinée à des gestionnaires pour leur permettre de mieux connecter et mieux suivre leurs équipes en continu. Fait que ça part de la prémisse que, dans le fond, le annual survey, c'est brisé. Tu sais, cette idée que dans les grandes entreprises, 1 fois par année, on va sonder nos employés, puis là, le temps que tu t'analyses ton data, tu es rendu 6 mois plus tard, puis la vie a changé entre-temps, etc. Fait que cette idée-là, c'est d'être capable à toutes les semaines, à la fois à toutes les semaines ou à la fréquence souhaitée, mais aussi à travers des custom polls que tu peux créer, d'aller chercher le feedback. Alors, il y a 2 choses. Il y a le feedback qualitatif à des questions, mais c'est aussi à travers 10 métriques de bien-être et d'engagement. Donc, l'idée derrière Office Vibe. C'est pour ça aussi qu'on est aussi sensible à toutes ces questions-là chez Gsoft, évidemment, parce qu'on c'est de là que ça vient. Mais l'idée, c'est que si on est engagé, on est performant. Et donc, des employés engagés, des employés entendus, c'est des employés qui vont bâtir des connexions fortes avec leurs équipes de travail, etc. Donc, dans le fond, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gestionnaires peuvent directement aller sur officevibe.com, tant qu'à faire, je veux dire. Il y a une version freemium qui peut être testée par les gestionnaires directement. Et vraiment, oui, ça fait des choses magnifiques. Ça permet des connexions, ça permet de mettre en lumière des choses. On peut suivre des métriques. Moi, évidemment, au comité de direction, je ramène régulièrement ça. On peut suivre le niveau d'engagement des employés. On regarde les questions les plus basses. Qu'est-ce qui préoccupe? On va chercher le pouls. Donc, chaque gestionnaire l'a sur sa propre équipe. Puis là, après, au niveau organisationnel, on l'a pour l'organisation au complet. Donc, mais j'aime tellement... Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Je trouve ça vraiment intéressant que vous êtes en train d'établir des métriques qui ne sont pas les métriques standards de... combien d'heures est-ce qu'on a travaillé cette semaine? Quel est notre niveau de profit? Est-ce que le produit a été bien? Est-ce qu'il s'est bien vendu? C'est quelque chose auquel je pense beaucoup en ce moment parce qu'on parle de leadership empathique, mais j'ai l'impression qu'on est dans un moment où on parle aussi et je vais y aller, presque un capitalisme un peu plus inclusif où nos définitions de la productivité évoluent. Donc, on parle souvent dans le capitalisme moral d'un triple bottom line, où le bottom line d'une entreprise n'est pas juste profit, mais aussi les personnes et la planète, l'effet sur la planète.
Mais pour ça, et par exemple, on parlait de leader masculin, le data et les metrics sont très importantes. Ces mesures, si on peut évaluer des nouvelles mesures de succès, on donne une justification aux leaders qui sont moins confortables avec, par exemple, un leadership empathique, comment faire. On leur donne en fait un chemin à suivre. Parce que si ton metric est combien d'employés sentent qu'ils ont maintenant des collègues, des amis dans d'autres départements qu'ils n'avaient pas auparavant, combien de collègues se sentent, comprennent la mission sans qu'on leur demande. Donc, d'aller évaluer ces nouveaux points d'info, en fait, ça développe un petit chemin vers une autre façon d'agir et de parler. Mais moi, je le vis personnellement, ce que tu dis, Sophie, puis c'est la force, puis là, encore une fois, je suis désolée de reparler de ça, mais c'est la force d'Office Vert parce que ça traduit. Donc là où avant, tu étais dans du flou, puis de l'intangible, puis du soft skills, puis de l'émotion, là, tu as des chiffres, tu suis des métriques, tu regardes des résultats, tu es capable de voir des progressions, des baisses. Donc, c'est sûr que ça amène une conversation à des endroits où avant, il n'y avait pas ces conversations-là. Ça amène définitivement des conversations. Mais c'est intéressant parce que je me dis, une personne qui est employée, parce que l'entrepreneur, lui, peut se dire, bon, je vais installer ça, je vais avoir, on va changer la culture d'entreprise, bon, maintenant, on se dirige vers un leadership empathique, il est en mesure de faire le changement. Mais il y a aussi des employés qui nous regardent actuellement, qui travaillent pour ces employeurs-là, puis ils se disent, ça a l'air cool de travailler pour GSoft ou avec Séverine ou encore Sophie. Comment maintenant on peut ramener ça chez notre employeur? Comment on peut frapper à la porte et leur dire, écoutez, j'ai assisté à un panel, on parlait de leadership empathique, puis je pense que, comment on fait? Moi, j'ai remarqué qu'une des choses qui fonctionne quand même bien, c'est de ramener des modèles, puis là, ça dépend beaucoup des styles des comités de direction, mais de ramener des modèles d'organisation à succès qui ont amené des pratiques. C'est comme tantôt, Séverine, tu disais, on est une organisation super performante et nous n'avons plus de hiérarchie. Ben, tu sais, ça, c'est le genre de modèle où après ça, tu retournes dans ton organisation et tu te dis, ben, tu sais quoi, femmes et sœurs, eux autres, ils sont performants, ils atteignent des résultats, ils ont 17 bureaux au Québec et ils n'ont pas de hiérarchie. Ah! C'est pas juste comme des hurluberlus dans le fond d'une campagne en commune qui sont en train de se dire, non, ils réussissent dans un milieu qui est celui-ci. Puis pour moi, GSoft est un autre exemple de ça. Puis donc, j'encourage les gens à comme partir avec ces exemples-là puis dire, ben ça fonctionne, c'est possible, ça. Et en fait, nous, je pense que notre prémisse à nous quatre, là, ben, Dorothée, je ne veux pas parler pour toi, c'est aussi parce qu'on fonctionne comme ça que ça donne ce que ça donne. Ça, c'est la prémisse, je pense, qu'on a. Puis moi, je dirais, tu commences avec la conversation. Just start talking about it. Puis là aussi, c'est de juste l'amener, c'est déjà un changement pour beaucoup d'entreprises. Séverine, le changement s'est fait naturellement? Bien, c'est certain que on ne se le cachera pas. Hein. La personne qui est dans la position de diriger l'organisation apporte beaucoup au niveau de l'instauration d'une culture d'entreprise. Donc, c'est sûr et certain que s'il y a peu d'écoute de la part du leader à cette forme de leadership-là ou apporter ce type de changement-là, ça peut être un peu plus difficile. Par contre, moi, je crois beaucoup en la bonté intrinsèque humaine. J'ai envie de dire que chaque personne a envie de faire de son mieux et a envie de faire du bien autour d'elle. Je pense que dans une organisation, si un groupe d'employés se mettent ensemble, réfléchissent ensemble et apportent des solutions ensemble à un leader qui n'a pas nécessairement implanté ce type de culture d'entreprise-là et qui s'est fait avec respect, avec même bienveillance envers le leader, j'ai envie de dire que la personne va le recevoir. Puis même s'il n'y a pas un changement immédiat qui s'opère, il y a une petite graine qui va être semée puis qui va germer. Et avec toutes les conversations qui se font présentement, justement, dans des événements comme présentement, mais je vois aussi beaucoup d'articles dans les journaux, des grandes conférences internationales. C'est tellement un sujet qui devient important. Puis je pense que tout employeur a à cœur de créer un milieu de travail qui est sain pour ses employés, qui vont lui permettre de justement garder un bon niveau de santé-sécurité au travail. J'ai l'impression que d'amener des solutions, puis quand les solutions viennent des employés, bien, il y a des belles choses qui peuvent s'implanter aussi. Là. Alors là, je vous ai devant nous. Vous êtes des expertes en leadership empathique, mais j'en suis sûre que vous avez des défis.
quels sont vos défis à vous? Ça prend plus de temps, hein? On commence par lequel? Ah oui, non, c'est ça. C'est certain que quand on parle de leadership empathique, en tout cas de l'expérience que j'ai, c'est pas tout le monde qui a non plus cette ouverture-là. Il y a encore quand même beaucoup de gens qui sont encore axés beaucoup sur la performance d'abord, puis pour qui, Kenna en a parlé, pour qui, faire un check-in en début de rencontre, nous aussi on fait ça, by the way, là on perd du temps. On peut-tu passer directement par les business, là? Donc, il y a certaines résistances comme ça, veux pas, qui peuvent amener des défis. Un autre défi que je vois, c'est aussi de trouver le bon équilibre, justement, entre l'espace qu'on crée pour pouvoir aborder ce genre de sujet-là dans notre organisation versus celui où, veux pas, il faut aussi aborder les enjeux plus business, là, je vais dire comme ça. La performance, des fois, on dirait que c'est comme s'il y avait une dichotomie entre la performance et le bien-être. Donc, parce qu'on est tellement axé sur le bien-être, on oublie la performance, les objectifs. Puis c'est pas grave si on n'atteint pas les objectifs parce que l'important, c'est que tu sois bien et heureux. Il y a un équilibre à aller chercher là-dedans. Puis ça peut porter un défi. Puis finalement, dans une organisation comme chez Femmes et Sœurs, où désormais on n'a plus vraiment de hiérarchie, il y a toute une panoplie de défis qui viennent avec parce que c'est une nouvelle façon de faire. Puis comme toute nouvelle façon de faire, il n'y a pas toujours un guide, un mode d'emploi qui vient avec. Et puis chaque entreprise doit développer son propre modèle. Nous, on a développé notre propre modèle, mais on apprend en même temps qu'on avance, puis ça, ça amène toutes sortes de défis, notamment, je vais vous nommer comme ça, il y a plein d'employés qui trouvent qu'on perd bien trop de temps à se poser donc des questions, puis à essayer de trouver des solutions, puis à consulter tout le monde, versus ça serait donc plus facile si quelqu'un prenait la décision, puis regarde, c'est là qu'on s'en va, that's it. Donc, c'est le genre de défi qu'on rencontre dans une organisation comme la nôtre. C'est sûr qu'on a notre propre modèle à nous. Mais en bout de ligne, puis on l'a mesuré tout récemment, c'est près de 85% de nos employés qui trouvent qu'on a fait le bon choix en abolissant justement la hiérarchie, puis en cultivant le type de culture d'entreprise qu'on a présentement. Dorothée, pour faire un peu de pouce sur ta question, je vais te répondre de façon personnelle. Tu as dit c'est quoi nos défis, je vais partager moi personnellement. Un des défis que j'ai eu dans mon empathie, puis c'est des choses que j'ai travaillé dans les dernières années beaucoup dans le coaching et toutes sortes de démarches personnelles, c'est que j'avais de la difficulté des fois à être empathique quand j'étais dans un environnement ou avec des gens que je sentais qu'ils ne l'étaient pas. Puis je me disais, non, mais il faut que ce soit mutuel cette affaire-là. Puis comme, tu sais, je m'étais créé tout un truc de, si la personne devant moi n'est pas empathique ou n'est pas en vulnérabilité ou n'est pas ouverte à l'être, je ne le serai pas. Puis un jour, il m'est arrivé une situation de travail qui a été vraiment un méga shift pour moi. Puis c'est grâce à mon conjoint que j'ai débloqué cette affaire-là. J'avais comme une situation difficile d'impasse sur quelque chose. Et j'étais fâchée d'une situation. Puis là, mon chum me disait « empathy first ». Puis je suis comme « qu'est-ce que ça veut dire empathy first », tu sais? Puis là, j'ai commencé à chercher en moi en disant « OK, j'ai de la colère, j'ai vraiment de la frustration par rapport à cette situation-là. Mettons, je vais essayer son approche, je vais le mettre de côté, je vais aller dans ce meeting-là en curiosité et en ouverture pour comprendre l'autre d'abord. J'oublie pas là, que j'ai ma frustration puis ma peine, là, parce que ça, après, il faut qu'on y revienne. Mais je vais comme essayer de le mettre de côté. Ça m'a pris là, tellement d'entraînement pour ce meeting-là, je vous jure, là, comme une semaine de prep, là. No joke. Mais comme ça a tout changé. Ça a littéralement tout changé. J'ai entendu finalement ce qu'il y avait derrière cette mésentente. C'était des craintes, c'était des stress, c'était des préoccupations. Fait que quand j'ai été capable d'accueillir ça, puis après ça, on est arrivé à... tu sais, la manière que ça a été dit, moi, Kaina, j'ai ressenti ça. Ça nous a vraiment, vraiment amené ailleurs. Fait que, en tout cas, pour moi, ça a été un changement comme personnel important. Mais je sais que c'est un des défis, c'est ça. J'attends que l'autre le soit aussi. Oui. Mais tu peux attendre vraiment longtemps. Fait que, how about we try to be the change we want to see in the world and we see how that goes. Et je pense que le mot, j'aime tellement, j'ai un côté de moi qui travaille aussi dans comment créer des dialogues, je pense que vous l'entendez, comment créer des dialogues autour des sujets sur lesquels on s'engueule en ligne et qu'on évite en personne.
mais that's an entire other conversation que j'ai déjà eu avec Dorothée. Et la curiosité est une armure, et c'est presque une armure d'une façon positive, dans le sens que ça permet d'enlever la pression de trouver une solution immédiate et de s'entendre et d'avoir la même opinion à la fin de la discussion. En fait, ça permet juste la curiosité. Donc, ça enlève une pression, je pense, d'être to be right. Et de le vivre de cette façon. Et je pense aussi, pour moi, ce que je trouve difficile, c'est que, et ça, je le vois beaucoup dans le travail que je fais avec We Do Something, avec les entreprises, quand on parle de repenser la relation communautaire, de changer la dynamique qui, en ce moment, est souvent donneur et receveur, au lieu d'être une dynamique de collaboration entre une entreprise et sa communauté, donc de trouver comment vraiment s'entraider. Ça rentre un peu, pour moi, l'empathie est la fondation de ça, c'est de cette écoute, de comprendre quels sont les enjeux des communautés qui nous entourent, quels sont les enjeux des gens qui nous entourent. Souvent, les entreprises ont encore cette ancienne vision de la productivité et donc faire ces efforts, c'est un extra. C'est pas intégré à la stratégie d'affaires, c'est pas une chose qui est essentielle à la santé de notre business. C'est un extra. Et je pense que ce dont parlent Séverine et Kahina, c'est très vrai. Quand Séverine dit qu'il y a des gens qui trouvent ça frustrant d'avoir le check-in ou d'avoir une hiérarchie, flat hierarchy, ben, ça fait partie du travail. C'est de dire, en fait, nous changeons notre façon de voir ce qui est productif, ce qui est utile. C'est plus difficile à mesurer, mais c'est ça le changement qu'on est en train de vivre. C'est de dire, en fait, time is not just money. Time is also mental health, productivity, that comes from engagement and health. Donc, c'est vraiment, je pense qu'on va devoir changer la conversation autour de ce qui est productif. C'est tellement inspirant tout ce que vous dites. Et puis, dans certaines choses, je me suis vue dans vos propos où je vois une personne en particulier peu empathique et je me mets un peu là comme, OK, je vais montrer que je suis plus tough, mais effectivement, il y a un travail de soi qu'on doit faire aussi parce que cette personne-là peut vivre beaucoup de tensions ou je ne sais pas quels sont ses problèmes, mais également aussi, nous, on peut vivre aussi certaines tensions, pressions, mais je pense que quand on est à la tête d'une organisation, comme tu le disais aussi, Séverine, mais à quelque part, c'est nous qui dictons un peu la culture d'entreprise, qu'est-ce qu'on veut qui se dégage. Donc, on a pas mal de poids sur nos épaules. Dans tout ce que vous avez dit, on a passé un très, très bon moment ensemble et puis beaucoup d'inspiration, mais aussi beaucoup d'outils pratiques que vous nous avez donnés. Et évidemment, les mots-clés qui reviennent souvent, c'est l'empathie, hein, puisqu'on parle de leadership empathique, mais aussi l'écoute. Alors, là, en quelques minutes, je vais vous demander comment on peut contribuer à créer un modèle quotidien d'écoute et d'empathie dans notre milieu de travail. Bon, c'est déjà fini. Merci tout le monde. Non, mais je pense qu'on a, si je peux, je pense qu'on en a un peu parlé dans le sens que Séverine et Kahina parlent, par exemple, de leurs outils. Je pense que pour moi, ça revient à intégrer ces outils dans l'agenda de travail, intégrer, donc, check-in. Ça peut être des outils comme ton check-in avant ta rencontre. Ça peut être l'outil comme utiliser quelque chose comme Office Vibe, puis d'aller puiser dans ce que vous êtes en train d'apprendre sur vos employés, leur vie intime. Pour moi, c'est aussi de ne jamais oublier ce que c'était d'être un employé. C'est de ne jamais oublier ce que c'était d'être la petite nouvelle, d'être celle qui arrive, d'être celle à qui on ne demande jamais l'opinion. Moi, je n'oublierai jamais les mauvaises choses que j'ai vécues en tant qu'employée. Et c'est ça qui en fait, me pousse à écouter. Et j'ai travaillé pour des très beaux organismes. J'ai travaillé en pub pour des grandes compagnies, mais je n'oublierai jamais les choses que j'ai vécues où je n'ai pas eu de leadership empathique. Donc, moi, c'est juste, au lieu d'en parler, ça doit être un outil concret, ça doit être une structure concrète, ça doit être une façon d'agir concrète dans notre journée, dans notre semaine, dans notre vie. Moi, je suis impatiente avec
it's time to stop talking about it and integrate it. Puis, tu sais, concrètement, je sais pas si vous faites ça, mais un des avantages du télétravail pour moi, c'est que je peux mettre des post-it sur mon écran avec mon intention. Et que là, je fais ça très fort. Fait que, par exemple, à un moment donné, je vais mettre comme empathy first, puis là, c'est sur mon écran. C'est avant un meeting où je sais que ça va être difficile pour moi, puis là, it's in front of me the whole time. Je l'ai fait avec une autre thématique pour un autre meeting, mais comme ça m'aide. Fait que c'est peut-être un petit truc, mais... je vais le faire. Ouais. Moi aussi. Je dirais, Dorothée, que tout part d'une intention, puis d'une décision. Puis pour les entrepreneurs qui sont à l'écoute puis qui se demandent par où commencer, il ne faut pas attendre d'avoir le plan parfait pour annoncer nos intentions. Quand j'ai parlé à l'équipe du fait que j'avais envie de nous diriger vers une culture d'entreprise où il y aurait plus de hiérarchie, une entreprise libérée. Je leur ai dit mon intention, je leur ai dit que c'était nouveau pour moi aussi, qu'on allait le faire ensemble, que je ne savais pas trop ça serait quoi les étapes, puis qu'est-ce que ça donnerait, mais que j'essaierais d'être le plus possible à l'écoute de leurs besoins et tout ça, puis qu'on allait s'instruire ensemble, puis qu'on allait le construire ensemble. Et encore aujourd'hui, il y a des moments où on dit « Oh my God, bad choice sur certains aspects, là, pas sur tout, mais on est capable de s'en parler. » Donc, je pense que ça part vraiment d'une intention qui est nommée, parce qu'à partir du moment où on la nomme et on l'annonce, bien, on prend un engagement envers nos équipes, puis on leur donne l'autorisation aussi de nous ramener des fois à l'ordre quand on s'écarte du chemin. Puis la dernière chose, j'ai envie de dire, c'est d'être indulgent envers soi-même. On est humain, on n'est pas parfait, on va faire des erreurs sur la route. Des fois, même si je prône le leadership empathique, je sais que des fois, je dis des choses qui ne sont pas très empathiques. Des fois, je ne suis pas à l'écoute. Des fois, j'écoute, mais j'entends, mais je n'écoute pas vraiment. Puis, tu sais, on peut s'auto-flageller ou on peut se dire, OK, là, j'ai manqué mon coup, mais à coup de pas, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Aidez-moi à être meilleure, tu sais. Puis on continue après ça. Oui, parce que la bienveillance dont on parlait tantôt, c'est aussi envers soi-même, right? Exact. En tout cas, merci beaucoup, mesdames. Séverine Labelle, Sophie Tarnowska, Kaina Werdan, merci infiniment. On a beaucoup appris sur le leadership empathique et c'était tout pour l'émission. Oui, pour l'émission virtuelle Expo Entrepreneur, 100% virtuelle. Merci. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Depuis quelques mois, le volume de transactions en ligne a bondi de façon anormale et plusieurs dirigeantes et dirigeants se demandent comment faire pour en profiter au maximum. Voici les calculs à faire avant d'y aller all-in dans le commerce en ligne. La question que beaucoup d'employeurs posent à leur CPA. Est-ce que j'ai besoin encore d'autant d'espace de bureau? Avant de déchirer votre bail, faites les calculs suivants.